Alors, bienvenue à tous. On va commencer notre événement virtuel, notre première activité Informagro. Donc, on est bien content de vous accueillir, autant les personnes qui sont sur notre activité Zoom que celles qui sont en direct sur Facebook sur notre événement. Donc, aujourd'hui, c'est, comme je le mentionnais, notre première activité Informagro, une belle programmation qu'on va avoir tout au long de l'année 2022 en partenariat avec le réseau AgriConseil, mais également avec Informaffaires. Donc, tout de suite, je vais céder la parole à Maxime Tremblay d'Informaffaires pour qu'il puisse lui aussi vous souhaiter la bienvenue. Merci Isabelle. Alors, bienvenue chers participants et participantes à cette première édition. Je serai très bref. Je voulais juste féliciter Isabelle et le créneau Agro-Boréal pour l'initiative. Nous, on est un partenaire depuis maintenant quelques années avec Agro-Boréal. Donc, c'était un mix, c'était un fit naturel, si vous me permettez l'expression, de collaborer à cette initiative-là en tant que partenaire. On en est bien heureux, puis en espérant que tout le monde sera très satisfait là, du contenu qu'on diffusera, puis ça va propulser l'agroalimentaire et l'agriculture en général. On est bien, bien fiers. Merci. Bonne écoute à tous. Merci beaucoup, Maxime. Donc, pour les personnes intéressées, sachez que toutes ces activités seront bien entendu enregistrées et que le contenu sera aussi disponible par la suite sur nos plateformes. Donc, entre autres, sur la page web du créneau Agro-Boréal ainsi que dans la chronique Informagro qui se retrouvera sur le site web d'Informaffaires. Donc, il sera toujours possible de réécouter ces activités. La programmation complète se retrouve également sur notre site web, puis vous pouvez également vous abonner à l'infolettre du créneau d'excellence Agro-Boréal pour pouvoir vous tenir au courant des prochaines activités. Donc, sans plus tarder, je vais présenter la thématique d'aujourd'hui, dont le titre est de démystifier les marchés bioalimentaires québécois. Donc, une présentation d'École B Marketing agroalimentaire qui auront le plaisir également, eux, de se présenter. Donc, la présentation, les activités d'Informagro, comme je le mentionnais, c'est une programmation d'activités d'information. On diffuse le contenu dans la chronique Informagro. Toute l'information se retrouve sur notre site web. S'abonner à notre infolette. La programmation complète, la prochaine activité, ça tiendra le 26 janvier avec la table agro et sa stratégie zone boréale pour vous propulser. Donc, il est toujours déjà possible de s'y inscrire. Et la présentation d'aujourd'hui, elle touche, comme je mentionnais, démystifier les marchés bioalimentaires québécois. Et cette présentation-là fait suite à un projet qui a été réalisé, qui est en cours, en fait, porté par le créneau d'excellence Agro-Boréal en partenariat avec la table agroalimentaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Un projet qui a été financé grâce au soutien du ministère de l'Économie et de l'Innovation et également du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec. Donc, le projet est un projet de commercialisation hors région qui visait dans un premier temps à analyser les marchés potentiels d'intérêt pour les entreprises au niveau des marchés québécois. Et c'est ce qui va vous être présenté en partie aujourd'hui, donc les fruits de ce rapport-là qui avait été produit par École B. Et dans le cadre du projet, il y a également un accompagnement des entreprises qui souhaitent explorer les marchés hors région, les marchés du Québec. Et cet accompagnement-là est en cours depuis déjà plusieurs mois. Et sachez qu'on est toujours en recrutement. Il nous reste quelques places de disponibles pour l'accompagnement qui débute en février pour une période de 12 mois. Donc, pour en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter. Le projet permet aux entreprises accompagnées d'avoir accès à du matériel de vente, du matériel de promotion, un accompagnement personnalisé avec du soutien, de la formation, mais surtout une représentation avec un courtier, une représentation qui est personnalisée. Et je vous dirais que pour le prix du projet, on est vraiment à une fraction de ce que ça en coûterait réellement en raison du fait d'être dans une offre regroupée et subventionnée. Donc, ça vous coûte environ le 10e de ce que ça coûte normalement la valeur de ce type d'offre. Donc, moi, ça complète la partie de présentation. Je cède la parole désormais à Cyril et Alexandre qui vont pouvoir se présenter. Mais bonjour à tous. On va vous partager. Je peux partager, hein, Florence? Ça devrait fonctionner. Oui. Est-ce que tu peux me confirmer que ça marche? Je pense que oui. Ça marche. Bon, super. Bon, mais bonjour à tous.
On ouvre l'année en fanfare là, aujourd'hui. Hein? On va donc jaser, comme expliquait Isabelle. On va démystifier un peu. C'est vraiment un survol. Le rapport qui a été fait dans le cadre justement de l'accompagnement était vraiment très large. On a essayé de synthétiser le plus possible. Donc, on est vraiment pour démystifier, on fait un survol des marchés bioalimentaires. Il y a d'autres parties dans le rapport qui sont beaucoup plus détaillées. Je pense qu'avec Isabelle, si vous avez besoin justement d'avoir le détail et le projet qui est plus approfondi, je pense que vous allez être capable d'avoir les données. Mais en 1 heure, ça devient difficile quand même d'aller plus en détail que ça. Donc, c'est sûr que j'ai 2 écrans. Donc, des fois, on a l'impression que je ne vous regarde pas, mais ce n'est pas voulu. OK? La mise en contexte, donc Isabelle l'a expliqué, je pense que je ne vais pas revenir là-dedans. Juste peut-être préciser que c'est un mandat qui a été fait en 2020. Pour la rencontre aujourd'hui, la présentation, on a quand même ajusté quelques chiffres. Le MAPAC a mis à jour quelques données dans le rapport qui a été mis en 2018. Donc, il y a des données qui sont sorties de 2019. C'est les plus récentes qui ont été mises à jour. Évidemment, mais ça ne tient pas en compte encore des données, des répercussions de la COVID, mais quand même, ça donne une bonne idée au niveau des données, des chiffres qui ont été trouvés. C'est bon? Petite présentation de nous autres. On connaît quelques personnes, mais pas tout le monde. École B, marketing, agroalimentaire. Donc, nous, on est un cabinet conseil qui ne fait uniquement que de l'agroalimentaire, ce qui nous différencie quand même de pas mal de boîtes en marketing qui font d'autres choses. On a quelques entreprises déjà avec qui on a collaboré dans votre région. On ne les a pas toutes marquées. On a marqué ce qui nous avait pour de la place. Et on est régulièrement amené à visiter et à venir dans la région. J'ai de la famille du côté de ma blonde qui nous permet de promener aussi également. Donc, dernièrement, on travaille avec la micro-laiterie Riverains-du-Lac. Je ne sais pas si on a entendu parler. Il y a eu quand même pas mal d'annonces à la radio ces derniers temps sur le lancement. Donc, on va aller visiter Chantal et toute la famille Riverains début février. Donc, si vous avez besoin d'une rencontre, peut-être qu'on peut organiser ça en même temps lors de notre visite. Juste à nous contacter. Plan de match du jour. Donc, il y a 3 parties sur lesquelles on va développer au niveau des survols des marchés. On va voir le marché du détail, marché du HRI. HRI, je ne sais pas si tout le monde est à l'aise avec ça. Donc, HRI, on parle de hôtellerie, restauration et institutions. Donc, c'est l'acronyme qui est utilisé. Puis, on va faire un survol également sur la vente en direct. Donc, comment être en mesure de travailler, oui, d'un côté, peut-être avec des intermédiaires, des courtiers, des grossistes, mais il y a une manière aussi de vendre directement au niveau des marchés. On va commencer par le marché du détail. On rentre. Donc, comme je vous ai dit, il y a quand même pas mal de données, pas mal de chiffres à donner. On va quand même rester sur les données clés par rapport à ça. Marché du détail. Donc, on parle de tout ce qui est on reste dans le magasin quand même d'alimentation principalement. Ce qui est important de savoir là-dedans, c'est que c'est, en tout cas dans les données de 2019, on sait qu'avec la COVID, mais le marché du détail a pris encore plus d'expansion aussi et de croissance. Mais selon les dernières données, donc on parle quand même d'un marché de 33 milliards qui est divisé selon les données qu'on a entre 2 marchés. Donc, on parle d'alimentation traditionnelle, on parle de supermarchés, magasins naturels et des magasins qui sont non traditionnels. C'est-à-dire qu'on va vendre, oui, d'un côté de l'alimentation, mais également des chandails, des télés, un peu comme Walmart et Costco. Donc, ça, on va les détailler dans la présentation. C'est quand même un marché qui est à maturité. On parle d'un marché à maturité quand c'est très difficile d'avoir des nouveaux joueurs sur le marché. C'est très difficile de rentrer, beaucoup de barrières à l'entrée. Ce qui est important à noter, c'est quand même 70%. Donc, on parle de quasiment les 3/4 des ventes au détail sont réalisées par les 3 grandes bannières que sont Sobeys, Provigo et Metro. Donc, c'est sûr, c'est un peu eux qui dictent les règles du jeu dans le marché. Donc, on va le voir plus en détail. Donc, une compétition très forte. Et pour une PME du Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est sûr que ça prend quand même un certain volume. Ça prend, quand on rentre dans ces 3 grosses structures-là, on parle d'un positionnement qui est souvent basé sur le prix le plus bas. Donc, comment on se démarque? C'est sur le prix et des stratégies de promotion. Donc, on va le regarder par la suite. Donc, maintenant, on va commencer à détailler un peu plus en détail les différentes détaillants. Donc, supermarché, tout le monde les connaît, Métro, Provigo,
les IGA du Québec, donc qui vendent principalement des produits alimentaires. Et généralement, on retrouve surtout des grandes marques, donc des grandes marques qu'on retrouve à travers le Québec. L'évolution qu'on voit à travers ces marchés-là depuis les dernières années, c'est qu'on voit beaucoup plus de prêt-à-manger, donc ça s'adapte au niveau de la demande, des rayons d'aliments frais qui augmentent également et qui fait de plus en plus de place aux produits du Québec. Une évolution au niveau des services également, beaucoup plus de livraison, services en ligne. On a vu avec la COVID et la pandémie donc des services qui ont explosé, des croissances qui n'avaient été pas vues auparavant. Un point quand même important, le Québec est quand même dans ce détail-là et le royaume des propriétaires indépendants. Pour comparer, par exemple, avec d'autres provinces au Canada, au Québec, c'est à peu près 63% des magasins qui sont des indépendants, donc qui ne sont pas reliés directement avec la centrale du détaillant, ce qui amène donc beaucoup plus de latitude pour offrir des produits régionaux, plus de latitude également dans l'offre qui est donnée du service. Comparativement, en Ontario, on est à peu près à 40% des détaillants qui sont indépendants et le plus bas, c'est dans l'Atlantique, à peu près 20%. Donc, on a cette chance au Québec de pouvoir travailler directement avec ces détaillants. Exactement, c'est bon, on peut avancer. Les magasins à escompte, donc on parle de Maxi, Super C, donc on voit que c'est des tailles qui sont beaucoup plus grandes, où l'expérience d'achat est quand même plus faible par rapport à Métro ou IGA. On le voit dans la présentation, dans les décors. On est plus dans du style entrepôt un peu chez Maxi. On parle donc d'expérience d'achat qui est plus faible. Là, quand on parlait tantôt de prix plus bas, là, ça prend tout son sens. Maxi va toujours baser Super C sur « moi, je suis moins cher que tout le monde ». Donc, d'offrir un produit régional chez Maxi, c'est plus difficile, mais ça se fait. Nous, on a un client dans le Bas-Saint-Laurent qui a réussi à rentrer dans toutes les Maxi dans l'Est du Québec, mais ça dépend toujours de votre produit, qu'est-ce que vous avez à offrir. Ça prend quand même du volume, il faut avoir des marges assez élevées qui nous permettent de jouer dans le prix. Donc, ça se fait au cas par cas, mais ça se fait. Et il y a quand même de plus en plus de place pour des produits d'aliments du Québec qui ont été faits là, à ce niveau-là. Pour rentrer, c'est sûr que c'est souvent lié à des grandes chaînes. Donc, on passe toujours par une centrale. Donc, il faut négocier à plusieurs magasins. C'est très difficile quand même de rentrer directement avec un indépendant. C'est assez difficile avec ça. Donc, comme je vous le dis, on est dans le survol. Donc, on a quand même beaucoup de slides à voir. Donc, on essaye de vous donner l'essentiel à chaque fois. Donc, dans les magasins de détail, il y a aussi une possibilité de rentrer chez des dépanneurs. Les dépanneurs, c'est sûr ce qu'ils veulent. Donc, on est dans un magasin de plus petite taille. Ce qu'ils ont besoin, eux autres, c'est des produits qui roulent très vite. Donc, c'est pour ça qu'on voit des chips, des boissons, des liqueurs. Donc, c'est des produits à fort roulement. Donc, ce n'est pas évident de rentrer dans les dépanneurs, surtout qu'ils sont reliés aux grandes chaînes principalement. Donc, c'est toujours dans des centrales qui travaillent avec des distributeurs qui sont reliés aussi aux détaillants. L'évolution intéressante qui peut être faite, puis il y a un cas de figure justement chez vous avec Quick Cocktail, avec qui on a collaboré, qui ont été capables avec un distributeur de rentrer dans justement des dépanneurs qui ont fait des produits régionaux, des bières. Donc, il y a quand même un espace de marché qui est possible avec les dépanneurs. Mais pour ça, il faut avoir trouvé un bon distributeur qui soit capable de justement cibler cette clientèle-là et qu'on ait un produit qui permette cette rotation-là d'inventaire assez rapide. Donc, ce n'est pas donné à chaque produit non plus. Donc, on est dans du cas par cas, mais c'est possible, ça se fait de plus en plus. Quand on parle justement de supermarchés, magasins à rabais et dépanneurs, il y a différentes manières d'incorporer ces grandes chaînes-là. Ce qu'on appelle le référencement, donc le listing. Le listing, ce que c'est que la bannière nous permet de négocier avec eux autres un pourcentage. Chez IGA, souvent, c'est des frais en termes de dollars. Ça peut monter selon la catégorie de produits de 5 000 $ à 25 000 $. Donc, ce n'est quand même pas des petits joueurs qui peuvent rentrer là-dedans. Au contraire, Métro, lui, va jouer plus sur un pourcentage selon la catégorie, environ de 15 % à 20 %, des fois 25 %. Ça dépend toujours de la catégorie de produits et le roulement. Mais ce qui se passe, donc, c'est que vraiment qu'on négocie directement avec la bannière. Donc, on parle d'un délai quand même
environ 3 mois de négociation avec la bannière. Donc, c'est bien important dans notre structure de prix de prendre en compte tous ces pourcentages-là de frais qui sont mis de l'avant, puis d'avoir vraiment un distributeur qui nous permet de rentrer plus large à travers le Québec. Donc, une entreprise de la région qui voudrait sortir de la région et d'être listée au niveau du Québec, ça prend déjà un volume assez important d'affaires dans la région. L'autre option, et puis Métro l'a fait dans votre région aussi, c'est qu'il est possible de faire référencer d'une manière régionale, c'est-à-dire de rentrer dans tous les métros au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, je sais qu'avec la table agro, je pense que Mylène s'en occupe. Il est possible de travailler directement au niveau régional pour faire un premier step, de voir est-ce qu'on est capable justement de vendre dans la région avant d'aller plus loin. Donc, ça, je vous conseille peut-être de discuter avec Mylène à la table agro si vous avez un besoin justement de développer ça. Effort de vente, oui. Ce qui est à voir aussi, si on veut tester le marché au niveau régional, c'est sûr qu'en allant une approche par magasin, il faut toujours travailler la promotion par magasin. Donc, ça peut devenir compliqué dans la gestion si on est plus large au niveau national. Donc, ça prend justement des stratégies de promotion, des stratégies de produits, des stratégies de prix. C'est vraiment la clé pour être référencé. Donc, ça prend un certain volume. Il y a des entreprises comme Délices des Lacs, je pense qu'ils font bien avec IGA. Donc, ça se fait, c'est possible. Par la suite, justement, quand on parle de vente en direct, l'avantage d'avoir des entreprises et des détaillants qui soient indépendants, comme on l'a vu, permet de travailler une certaine latitude pour avoir des produits en direct. Donc, c'est une approche qu'on appelle de backdoor, si vous êtes familier avec ça. Le backdoor, ça donne de l'espace, mais ça reste qu'il faut toujours quand même se battre sur les tablettes. Les frais de marge du détaillant vont être plus importants dans le backdoor. Comme tantôt, si on parlait par exemple d'un 15 à 25 % si on est listé, si on travaille en backdoor directement, le détaillant va aller chercher plus de marge, 30-35. Donc, c'est à considérer aussi dans les stratégies de prix. Il y a vraiment un effort à faire avant de présenter dans des chaînes, de travailler une structure de prix pour être capable de voir est-ce que mon produit, avec tous ces pourcentages-là, peut être rentable. Parce qu'il ne faut pas voir ça non plus comme on va y arriver, c'est facile. Non, il faut vraiment avoir un travail en amont qui est fait dans la stratégie avec ça. Il est également possible, dans cette vente en direct, de faire ce qu'on appelle du PLV, donc de la promotion sur le lieu de vente. Est-ce qu'on peut mettre des collerettes sur nos produits? Est-ce qu'on peut mettre des danglers qui vont mettre de la promotion? Est-ce qu'on peut avoir des petits présentoirs? Donc, c'est possible de le faire également. Donc, tout à considérer dans la structure de prix également. On avance. Club Entrepôt, donc tout ici Costco. Donc là, on parle de structure plus grande. Il faut être un membre payant en tant que client pour entrer là. C'est des enseignes qui visent beaucoup une rapidité de rotation de stock, très peu de décors. Les fournisseurs livrent en palettes, souvent avec des formats généralement qui sont différents. Donc, par exemple, si vous faites un produit, une huile en 250 ml, 500 ml, peut-être que Costco va vous demander un 750 ou 1 litre. Donc, ça demande un format différent, donc un investissement. Je vous dirais, par expérience, des petites PME qui se sont plantées chez Costco, on en a vu beaucoup. Donc, avant de proposer une mise en marché Costco, il y aurait peut-être d'autres détaillants à voir avant, parce que les contraintes sont très difficiles chez Costco. Des échéanciers serrés, votre produit doit avoir une forte rotation, un gros taux de roulement. L'avantage, oui, il n'y a pas de frais assumés pour être sur des tablettes, il n'y a pas de frais de référencement, mais si chez Costco, votre produit ne roule pas, ne rentre pas, c'est out, puis l'inventaire est pour vous. Donc, par expérience, ce ne serait pas le premier step dans le détail à aller chez Costco. Il y aurait d'autres choses à voir avant. On met un bémol là-dessus avec Alex. Les pharmacies, c'est quand même un marché qu'on a tendance à oublier, mais certains produits sont capables de rentrer là-dedans. La pharmacie met de plus en plus de place, justement, on le voit dans l'offre alimentaire. C'est sûr que c'est des produits un peu qu'on voit un peu comme dans un dépanneur, c'est des produits laitiers, produits boulangerie, mais ils ouvrent un peu plus, justement, dans certains, on voit dans la région de Montréal, chez Pharmaprix, des produits frais. Donc, on voit une évolution de l'offre où la pharmacie veut prendre de plus en plus de place. Dans la négociation, c'est sûr que pour rentrer dans une pharmacie, dans une bannière,
c'est la même réflexion à avoir que pour entrer chez un supermarché, chez un métro, un Provigo. C'est-à-dire qu'il faut négocier avec la grande chaîne. Puis on voit de plus en plus justement de fusions, comme Métro qui a racheté Jean Coutu. Donc là aussi, si on rentre dans une pharmacie, à travers le Québec Jean Coutu, il faut avoir un produit qui est positionné, qui fait du sens et un volume important. Mais je pense qu'il est important de le noter, mais on ne mettra pas trop de temps par rapport à ça. Je pense que je laisse la parole après, par la suite, avec Alex. Ça va être ma dernière présentation pour les magasins. Magasin à rabais Walmart, qui offre un maximum de 50% de produits alimentaires. La gamme est plus limitée, mais on voit de plus en plus de place pour Aliments du Québec, avec Walmart notamment. C'est sûr que Walmart vend tout, là. Pharmacie, jardinage, des vêtements et autres, mais il y a de la place. On a vu de plus en plus de produits de Québec qui rentrent parce que la demande est là également. Et là aussi, une négociation qui se fait avec la centrale, comment on peut négocier et rentrer donc plus large. Donc là encore, on est dans la même perspective d'un produit à plus grande échelle également. Donc là, ça vient clore la partie plus grande échelle. On laisse la parole à Alex, qu'on va regarder justement au niveau du PME, dans des commerces de proximité, dans des magasins naturels plus avril. Peut-être que là, c'est peut-être plus une option pour le type de produit que vous allez avoir. Alex, c'est à toi. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Donc, on va commencer peut-être avec des commerces de proximité. Donc, je pense que Cyril a parlé un peu de cette partie-là à une plus grande échelle. On va maintenant aller vers peut-être moyen et grande échelle. Qu'est-ce qu'un commerce de proximité? On peut considérer une poissonnerie, une fruiterie, une boulangerie. Chose très importante à savoir, ce type de magasins-là de commerce de proximité sont généralement concentrés dans les milieux urbains. Donc, c'est sûr que quand on décide de définir un produit qui s'adresse vraiment à ce type de commerce de proximité-là, on recommande fortement de toujours viser les milieux urbains avant même de juste viser disons, la région, juste parce qu'ils sont beaucoup plus concentrés et ça vient nous donner une masse critique dès le début. Ce type de magasins-là sont généralement limités en gamme de produits. Par contre, les gammes, on a tendance à dire qu'elles sont plus profondes. Donc, il va y avoir de la spécialité. Quelqu'un va, par exemple, proposer de l'huile, quelqu'un va proposer peut-être juste des fruits ou des légumes, mais la gamme va être très profonde. Donc, il y a vraiment beaucoup de place. Donc, au lieu de peut-être chercher chez Maxi à avoir une ou deux variétés de tomates, peut-être que dans une fruiterie, on va peut-être vouloir travailler à avoir une plus grande profondeur dans diverses tomates, diverses formes, diverses couleurs, diverses saveurs, diverses variétés, etc. Certains commerces exigent des produits distincts. C'est quand même il faut faire vraiment très attention au niveau du positionnement par rapport à ça. Quand on parle de produits distincts, bien souvent, des produits de commerce de proximité ne vont pas nécessairement vouloir tenir des produits qu'on va retrouver, par exemple, dans une épicerie traditionnelle. Pourquoi? Parce que peut-être ça pourrait diluer la qualité des produits. Donc, il y a toujours quelque chose, il y a toujours un petit truc sur le positionnement à faire attention à ça. Bien souvent, on va même voir des entreprises qui vont se permettre de faire deux types de produits différents. Donc, une gamme qui va être dédiée peut-être au marché traditionnel, puis une gamme qui va être dédiée justement pour les commerces de proximité. Chose très importante à savoir aussi, généralement, c'est des marges plus élevées. On a des plus petits magasins, des plus petites infrastructures. Bien souvent, même si c'est des plus petits magasins, on a un taux de main-d'œuvre qui est beaucoup plus présent au pied carré. Donc, ce qui, des fois, peut-être dans la grande distribution, va tourner autour de 25-30 %, bien souvent, dans un commerce de proximité, ça peut aller de 35 à 50 % dans les marges. Donc, ça compense un peu le faible niveau de vente, mais en même temps, il faut quand même réussir à payer les factures pour tout le monde là-dessus. Donc, des marges plus élevées généralement. Donc, il y a aussi un accès difficile à la gestion des points de vente qui est plus complexe. C'est sûr que si on travaille dans un marché traditionnel avec la grande distribution, il y a une maison mère, on envoie nos livraisons, ensuite c'est distribué. Puis, il y a vraiment nécessairement une uniformité dans la gestion des prix, la gestion des rabais. C'est sûr que dans un commerce de proximité, c'est vraiment des relations uniques qu'on a à travers chacun des points de vente. Donc, c'est beaucoup plus difficile d'assurer une structure de prix qui est uniformisée, etc. Et aussi faire des stratégies de promotion. Donc, ça devient plus complexe. Ça devient plus demandant. Donc, voilà, je pense qu'on pourrait passer à la prochaine acétate, s'il te plaît, Cyril.
Avril, bon, c'est sûr que là, on donne l'exemple d'Avril. On pourrait également parler de Rachel Berry, qui vient d'être acheté il n'y a pas si longtemps, mais on pourrait également donner un peu les supermarchés comme Taux. Il y en a également qui sont indépendants. Donc, on parle vraiment de magasins naturels. Bon, est-ce que c'est un nouveau modèle? Oui, dans le sens que c'est beaucoup plus démocratisé qu'avant. Et qu'est-ce qu'on assiste vraiment beaucoup? C'est une type de fusion où avant, on avait des magasins naturels qui étaient spécialisés surtout sur les soins de beauté, l'herboristerie, et d'un autre côté, on avait des épiceries qui étaient spécialisées. On commence à vraiment voir cette fusion-là qui se fait de plus en plus. Puis oui, il y a des marchés il y a des commerces de proximité, mais également des supermarchés santé qui viennent combiner ces deux-là. Avril et Rachel Berry sont deux beaux exemples quand même de ça, du moins au niveau provincial. C'est spécialisé dans les ventes de produits naturels ou biologiques. C'est vraiment des produits qui sont vraiment nichés et c'est vraiment leur dada, si on peut dire comme ça. On peut dire que c'est des magasins haut de gamme, non pas qui visent nécessairement à être haut de gamme, mais par rapport à la relation qu'on a en Amérique du Nord avec notre alimentation, où on a été vraiment très habitué toujours à manger le moins cher possible. C'est sûr que ces types de magasins-là sont vus vraiment à haute valeur ajoutée ou haut de gamme pour des produits finalement qui sont faits main, ce qui est tout à fait justifié, tout à fait comme prix de toute manière. Cependant, il commence à avoir vraiment des annexes où on fait une restauration sur place, puis du prêt à manger pour emporter, qui donne vraiment aussi une valeur ajoutée, puis vraiment un angle différent à ce type de magasin-là. Puis comme les bannières classiques, surtout sur Avril Rachel Berry, ben, il faut penser par l'entremise des sièges sociaux. Donc, même pour avoir accès à ce type de magasin-là, par exemple, quand on parle de supermarché naturel, ben, il y a toutes les étapes à suivre qu'il faut entreprendre, puis il faut penser à entreprendre, du moins si on voudrait faire affaire, par exemple, avec des plus grosses bannières comme IGA ou Métro, par exemple. On pourrait passer à la prochaine acétate, s'il te plaît, Cyril. Merci. Méran Entrepôt. En fait, on va parler de Méran Entrepôt d'alimentation. Il y en a d'autres aussi. Il y a des Presto. Il y a Aubu. Il y en a quelques-uns. Chose très, très, très importante à voir. Costco, à l'origine, était réellement un entrepôt d'alimentation, mais après, il y a eu une vision, un modèle plus hybride qui, au lieu de s'intéresser uniquement aux entreprises, on a commencé également à s'intéresser à vendre directement aux consommateurs. Donc, un entrepôt d'alimentation, au départ, comme je le mentionnais, c'était orienté vers des commerçants indépendants, des dépanneurs, des restaurateurs, des petits magasins qui allaient donc s'approvisionner dans un entrepôt d'alimentation pour ensuite le revendre, le transformer. C'est sûr qu'on parle d'une vision d'entrepôt, minimum de services, puis là, on s'entend que les prix doivent être les plus bas possibles, encore une fois. On a des formats qui sont plus grands qu'en supermarché, surtout tout ce qui est pour le service de traiteur, etc. Donc, on se retrouvait à avoir des plus gros formats, des formats qui étaient dédiés à une transformation, finalement. Et cette évolution de l'offre, on l'a vu que de plus en plus, les entrepôts d'alimentation sont ouverts au grand public. Puis, il y avait toujours des produits frais, mais vraiment, s'il y a eu un gros changement qui s'est opéré, du moins dans les entrepôts d'alimentation, c'est qu'on a vraiment augmenté la notion des produits frais, l'offre de produits frais, pour attirer justement une clientèle plus grande. Et dans le cas présent, c'était de s'adresser pour monsieur, madame, tout le monde, finalement. Donc, à retenir dans les magasins d'entrepôt, parce qu'il y a des potentiels là-dedans, mais c'est un type de magasin qui tend à devenir un modèle plus hybride. Puis les formats, puis pour réussir, c'est vraiment sur la structure de prix et sur la structure des formats qu'on offre. Les produits les plus gagnants, ou du moins le plus naturel, c'est d'offrir un produit qui peut s'adresser soit aux consommateurs à la maison ou soit à un service de restauration indépendant. Il y a comme un juste milieu où c'est peut-être un peu trop gros pour la restauration, mais peut-être un peu trop gros pour monsieur, madame, tout le monde, mais peut-être un peu trop petit pour la transformation finalement. On peut passer à la prochaine, s'il vous plaît. Lorsqu'on a fait ce travail-là, on nous a demandé, on a fait ce qu'on appelle une étude de benchmark, donc d'être capable de faire ressortir des saines pratiques de gestion. Et quand il est venu le temps de faire ressortir une saine pratique de gestion pour la grande distribution, il y a eu Fruits de mer du Québec qui finalement nous arrive avec une sorte de monolithe corporatif, avec une image de marque qui nous met la Gaspésie en valeur. Puis on a tendance à penser là-dedans que c'est
une coopérative de pêcheurs qui travaillent là-dessus et que c'est tous des produits de la Gaspésie. Finalement, ce n'est qu'une marque, mais c'est une marque qui a su se démarquer à travers des produits qui, oui, certes, sont pêchés au Québec, qui sont transformés au Québec, mais a donné une valeur régionale, finalement, à une entreprise privée qui permettait également de facilement trouver le produit. On passe en avant, les gens se posaient toujours la question, est-ce que mon poisson vient du Québec? Est-ce que mon fruit de mer vient du Québec? Bon, on a vraiment éliminé beaucoup de questions en créant ce type de monolithe-là où les gens étaient naturellement intéressés par ce type de projet-là. On peut passer au prochain. OK, on va parler d'avril. On parle beaucoup d'avril là-dessus, mais il est revenu. Pourquoi? Parce qu'Avril propose également une expérience de consommation qui s'inspire je dirais un peu des États-Unis, oui, avec tout ce qui est les Whole Foods, ce type de supermarché-là santé où on arrive avec une gestion qui est harmonisée même de l'affichage. Donc, on va commencer à voir ça de plus en plus. Au lieu d'avoir vraiment des trucs très, très, très décousus où les marques essaient de prendre leur place sur les étalages ou avec des grandes banderoles, mais de plus en plus, ça va vraiment être très, très, très harmonisé, allant même jusqu'à ce que ce soit des compagnies de commercialisation à l'intérieur même des entreprises qui viennent fabriquer, en fait, qui viennent créer de la publicité pour que ça respecte l'image, non pas du produit, mais bien l'image et l'environnement de marque de l'entreprise, Avril dans le cas présent. Donc, le travail de réaliser toute une stratégie de politique de rabais ou d'emballage ou de promotion qui sont directement collés ou apposés sur les produits prend tout son sens dans un angle comme ça pour une entreprise qui voudrait travailler, par exemple, avec la gamme Avril, par exemple. On peut passer au prochain. Marché de la chérie, donc on parle d'un marché de 7,5 milliards, ça c'est en 2019. C'est sûr que ces chiffres-là vont être débalancés parce qu'ils ont été fortement marqués et malheureusement, mais ils ont été fortement happés par la pandémie de COVID-19. Mais grosso modo, si on prend cette photo-là, on se dit que sur un marché de presque de 18 milliards, 14 milliards, c'est de la restauration commerciale et le reste, c'est la restauration non commerciale. On va regarder un peu la différence entre la restauration commerciale et la restauration non commerciale à la prochaine. On passe à la prochaine diapositive. Quand on parle de services restreints, en fait, on parle par exemple de restauration service restreint. AEW est un bon exemple ou une chaîne indépendante. On parle quand même de 5 milliards de ventes là, qui sont octroyées à des chaînes de restauration comme ça, de restauration rapide, qui est quand même 38 % des ventes du secteur. Quelque chose de nouveau, un peu aussi dans ce type de service restreint-là, c'est qu'il y a des camions de rue qu'on appelle, les food trucks. Et si traditionnellement, l'offre d'une restauration rapide était basée uniquement sur le prix le plus bas, c'est sûr que les camions de rue, malgré que ce n'est peut-être pas nécessairement le même potentiel de vente, ils commencent à se faire de la place, même dans la restauration rapide, pour des aliments nichés. Donc, il y a quand même quelque chose de très intéressant dans ce type de proposition-là. Chose à savoir, avant de passer à la prochaine diapositive, c'est que Montréal regroupe environ 1500 établissements, soit 20 % total du Québec, sur un total de 7150 établissements de restauration. Donc, c'est pour vous donner un peu l'importance quand même d'un type de marché montréalais dans cette demande-là, du moins. Je peux passer à la prochaine diapositive. Bon, restaurant aussi, on parle de restaurant service complet. Une restauration service complet, c'est généralement où on a vraiment un permis, par exemple, d'alcool, où le service, on s'assoit à une table. Il y a un service complet. Ça peut être un restaurant familial, ça peut être un restaurant gastronomique. On a donné l'exemple ici de la cuisine de la ville de Saguenay. C'est un démarchage qui est généralement long lorsqu'on s'adresse à des restaurateurs indépendants. Premièrement, il y a toujours un manque de temps. Et puis, il faut réussir également à travailler, à collaborer avec un distributeur spécialisé pour être capable de répondre à ces besoins-là. Et des distributeurs spécialisés, ça ne court pas les rues non plus. Cependant, généralement, chaque acheteur a des distributeurs qui sont privilégiés. Donc, des fois, c'est quand même très, très, très particulier lorsqu'on vient tisser notre toile là, de circuit de distribution pour être capable de bien répondre à ces besoins-là. 50 % des ventes du secteur sont concentrées là, dans ce type de restaurant-là, qui est quand même un marché de 7 milliards au Québec. Encore important à mentionner, la grande région de Montréal,
c'est 10 000 établissements, environ 50 du total au Québec. Comparativement à la région de Québec qui est à 2 000, puis si on s'en va autour de la région du Saguenay et du Lac-Saint-Jean, bien là, on compte environ 700 établissements de cuisine service complet. On passe à la prochaine diapositive. Il y a les traiteurs qui sont de manière générale assez sous-estimés quand même. C'est rare qu'on a vraiment beaucoup de gens qui s'adressent à répondre aux besoins du traiteur. C'est surtout le traiteur qui fait ce démarchage-là pour aller trouver ses produits. Quand même très intéressant. Mais c'est une offre qui est majoritairement à forfait avec des entreprises. Donc, on crée beaucoup de corporatifs, des événements corporatifs. Donc, on fait affaire avec un traiteur. Mais il y a également des traiteurs dans les compagnies aériennes, dans les compagnies ferroviaires. On a vu des belles réussites à travers nos clients, par exemple, dans les compagnies aériennes, où ils ont réussi à aller percer un marché qu'ils croyaient peut-être pourtant inaccessible au début. Puis on parle également d'institutions et de centres de loisirs qui font généralement appel à des services de traiteurs. Puis, sans oublier quand vient le temps, par exemple, de l'été, avec des traiteurs qui se spécialisent dans des mariages, des anniversaires, etc. On parle ici quand même de 7 des ventes du secteur, qui est un marché de 1 milliard de dollars quand même. On passe à la prochaine. Les bars ont changé beaucoup. L'affaire de Lance qui a vraiment changé un peu peut-être l'offre agroalimentaire dans les bars, c'est nécessairement les microbrasseries qui finalement on a vu apparaître une cuisine qui était beaucoup plus raffinée ou un service alimentaire qui vient avec l'alimentation, qui est complémentaire avec la microbrasserie. Et il y a eu vraiment un gros changement. C'est surtout, il y a beaucoup d'offres en ce moment-là. Il y a beaucoup de potentiel aussi à venir répondre. Donc, que ce soit pour des ingrédients pour que la personne en cuisine réussisse à transformer pour la vente. Il y a beaucoup de marques également de microbrasseries qui se développent avec du prêt-à-manger ou également des marques, des produits agroalimentaires, mais aussi des produits de services rapides, par exemple comme des planches de charcuterie, des fromages déjà prédécoupés pour des plus petites entreprises ou des structures en ressources humaines plus limitées qui vient également complémenter ça. Principaux critères de la sélection de la restauration commerciale, il y en a beaucoup, mais grosso modo, dans les premières étapes, il faut qu'on adapte son offre quand les critères de décision diffèrent du marché de détail, c'est sûr. Des professionnels du domaine, notamment des chefs, pour qui la qualité, la fraîcheur et la disponibilité sont des facteurs de décision majeurs. Donc, c'est sûr, encore une fois, si on est dans le marché de la distribution généraliste, ça va être difficile de démontrer la qualité, la fraîcheur aux yeux des chefs. Ils recherchent beaucoup d'exclusivité. Et l'autre point, en plus de rechercher cette certaine exclusivité-là, ils recherchent une certaine disponibilité qui augmente un peu. Des fois, quand on parlait un peu d'être capable de tisser cette ligne-là avec nos distributeurs de spécialisés qui ont une accointance avec l'équipe décisionnelle des restaurants, c'est assez particulier. Autre chose qui est vraiment, qui n'est pas non plus à sous-estimer, c'est difficile de déloger un fournisseur avec qui il y a déjà une relation. C'est des liens de confiance. C'est vraiment des relations d'une à une où, bien souvent, c'est du référencement. Un chef ou une chef va vous référer à un chef ou une chef parce que c'est son ami, etc. Donc, il y a beaucoup de liens comme ça et c'est difficile de déloger un fournisseur qui a déjà développé un lien de confiance. Donc, c'est rare aussi de tout simplement arriver avec un prix le plus bas puis d'avoir un changement, ou même si on a un beau produit, qu'on arrive et qu'il y a un potentiel, si on ne réussit pas à développer un lien de confiance, même si le produit est extraordinaire, bien souvent, il n'y a pas d'achat, il n'y a pas de répétition non plus. Donc, ça, c'est de la longue haleine, encore une fois. Puis, pour se démarquer de la concurrence par une valeur ajoutée ou par un prix compétitif, bon, tout dépendant si le produit offert est dit haut de gamme ou de commodité, ça va de soi également. 2, les formats, les emballages doivent être adaptés. On parle surtout des formats en fonction de la fréquence puis de la quantité prévue d'utilisation. Quelque chose de très, très, très important à tenir compte quand on travaille auprès de la restauration, c'est la capacité que la personne qui va utiliser votre produit est en mesure de pouvoir fractionner votre produit. C'est-à-dire, si on vend, par exemple, je reviens toujours avec de l'huile, mais si moi, ma recette me demande d'être capable de faire des 15 millilitres ou des 100 millilitres ou des 250 millilitres, comment est-ce que moi, je suis capable de réaliser ça à travers l'emballage
ou votre produit. Puis ici, est-ce que je suis capable de l'avoir portionné, etc. Si je n'utilise pas complet, quelle est la durée de vie? C'est toutes des notions auxquelles on essaie d'apporter vraiment beaucoup d'attention très particulière par rapport à ça. Puis 3, au niveau du prix, on fixe un seul prix de vente. Puis ça, c'est très, très important. Ça, c'est une erreur qui arrive souvent. Si l'entreprise fait elle-même sa distribution, elle devrait tenir compte dans sa vente du pourcentage qu'elle donnerait à un distributeur pour faire le travail qu'on fait finalement à l'intérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si un restaurateur ou une restauratrice vous appelle vous et que vous venez lui livrer ou qu'elle passe à travers un distributeur ou une distributrice, un service de distribution, le prix doit être le même. Donc, généralement, la marge distributeur, c'est environ 30 %. Donc, si vous exécutez vous-même cette distribution-là, de manière générale, on garde un 30 % qui nous revient à nous. Puis si quelqu'un passe par un distributeur, ça va nécessairement être le même prix. Et ce 30 % là, vu que ce n'est pas vous qui faites ce travail-là, généralement, on l'a planifié pour le donner à un service de distributeur. C'est une erreur qui peut paraître simple à comprendre, mais ça, c'est une erreur dans notre expérience qu'on a vue qui arrive, je vous dirais, 8 fois sur 10. Juste pour préciser sur la marge des distributeurs, c'est parce que vous devez prendre en compte la livraison, la facturation, la gestion des paiements aussi. Donc, c'est des montants qui sont à prendre en compte par rapport à ça. On va aller à l'autre diapositive, s'il vous plaît, Cyril. Autre critère clé, bon, durée moyenne de conservation, adapter son emballage en conséquence, on l'a parlé. Le mode de cuisson idéal, c'est sûr que des chefs, ça n'aime pas se faire dire comment le faire, là. Par contre, il y a des manières de pouvoir dire, voilà les utilisations, voilà les modes de cuisson, voilà les tests qu'on a fait. Donc, de donner des pistes et non pas des recettes très précises, mais des pistes. Planifier une capacité de production maximale afin de permettre au chef de planifier ses menus. C'est sûr que c'est très, très, très important d'être capable de tenir compte. Mais regarde, moi, pour le prochain mois ou pour les prochains 2 mois, voilà un peu les quantités que je vais faire. Combien est-ce que je t'en garde? Est-ce que je t'en mets de côté? Il y a beaucoup de travail au niveau de la planification de ces menus-là. La période de disponibilité, la restauration a quelque chose d'assez extraordinaire par rapport à ça, permet à des gens qui n'ont pas de l'approvisionnement continu d'arriver durant, par exemple, 1 ou 2 mois, d'avoir un surplus ou d'avoir vraiment une saison qui est dédiée. C'est un marché qui est vraiment très propice pour ça et qu'on ne peut peut-être pas nécessairement avoir partout. La méthode de commande et de paiement, ça, c'est super important aussi, que ce soit à travers des distributeurs. On a eu des expériences en restauration où finalement, les termes de paiement étaient à 30 jours, puis bien souvent, ça se retrouvait à 60 quand ce n'est pas du 90 jours. Donc, quand on travaille avec des relations avec des distributeurs, il y a quand même une particularité là-dedans. Il faut avoir des reins très, très, très solides et faire très attention quand on développe notre portfolio. Parce que des paiements en 30 jours en restauration, c'est comme avoir un 15 ou 20 degrés l'hiver. C'est rare que ça l'arrive, OK? La valeur ajoutée du produit. Donc, c'est sûr que c'est important de montrer la valeur ajoutée du produit, mais surtout de montrer cet aspect-là d'exclusivité du produit ou de particularité du produit. Toujours très important. Et quelque chose qu'on tend aussi à minimiser, planifier l'envoi d'échantillons. Il y a un budget à considérer dans l'échange aussi, mais surtout d'être capable d'envoyer des échantillons qui permettent qu'il y ait un échantillon. Des fois, on envoie des trop gros échantillons. On donne des exemples de vinaigre ou de produits où on donne nécessairement quelque chose, on veut pas. On veut que ce soit des petits échantillons pour essayer. Puis généralement, il y a beaucoup de pertes d'argent, puis il faut faire très attention pour être capable de dire qu'est-ce qu'un échantillon et puis de s'assurer qu'il arrive à bon escient, puis que la qualité du produit, elle n'est pas altérée non plus, parce que c'est notre image. Je pense que c'est à toi, là. Oui. On est à peu près à mi-chemin de la présentation. On est à peu près dans les temps. Une autre section donc, du HRI, hôtellerie, restauration, donc hôtellerie. C'est sûr que les services sont peut-être moins élaborés dans le type de restauration, tout dépendamment si on est en région ou dans un centre urbain. Mais il y a à peu près 50% des établissements au Québec qui tiennent de la restauration. Donc là aussi, on peut faire une vente en direct, avoir un distributeur, il y a différentes options, mais ça représente quand même 30% du secteur là, qui sont concentrés. Donc, il y a quand même un potentiel de marché à aller chercher avec les distributeurs. Ce qu'on a vu apparaître dans les dernières années, c'est quand même les hôtels qui ont décidé justement de prendre un virage plus marqué avec des artisans. Donc, plutôt
Généralement, ils étaient associés à des distributeurs de plus grande échelle, mais ils ont compris l'importance de se démarquer aussi à travers ça. On a collaboré avec le Reine Élisabeth quand la réouverture, justement, avec le marché des artisans. Donc, il y a eu cette volonté-là de se démarquer avec des nouveaux produits plus adaptés, car la clientèle recherchait également ces produits-là. Donc, c'est un marché qui n'est pas à négliger, les hôtels, on tend à l'oublier. Et là aussi, c'est une question souvent. Par contre, l'hôtel, ce qu'il va aimer, l'hôtel, dans sa gestion de facturation, n'aime pas avoir beaucoup de distributeurs et beaucoup de factures à payer. Donc, c'est trouver le bon distributeur qui nous permet de rentrer dans ces établissements-là. Ça, la stratégie doit être pensée à ce niveau-là également pour les hôtels. Au niveau des commerces de détail, ça commence à apparaître de plus en plus les dernières années. Un exemple, c'est le Time Out Market à Montréal. On le voit le plus dans les centres urbains. C'est une tendance mondiale où, donc dans le centre Eaton, par exemple, il y a eu vraiment un volet alimentaire qui a été développé où des chefs qui ont généralement déjà un restaurant sont venus proposer une offre un peu différente. Ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que le contact est fait avec le chef, généralement, la préparation de ces menus-là ne se fait pas sur place. On est vraiment dans un espace de finition dans des centres de détail. Donc, il faut avoir cette relation-là et ce lien déjà avec le chef qui a déjà un restaurant. Un peu comme dans le food truck, Alex t'en parlait tantôt. Donc, on est un peu dans le même type de marché, le même type de clients qu'on va aller chercher à ce niveau-là. Puis, c'est un secteur qui tend à monter aussi. Il y a une croissance à ce niveau-là. Ce qui est considéré aussi dans ces données-là, c'est justement les supermarchés Avril qui ont une offre agroalimentaire et de restauration sur place. C'est considéré justement dans l'offre de commerce de détail avec ça. Restauration collective, c'est peut-être pas donné à tout le monde. Donc, que ce soit des hôpitaux, des centres d'accueil, les prisons également, centres de détention. On a travaillé avec la laiterie Chagnon qui fournissait du lait dans les centres de détention, qui était quand même un gros marché. Mais c'est souvent justement le prix qui est le facteur clé. Donc, c'est des soumissions. Il faut avoir du gros volume pour fournir ça. Ce n'est pas donné à tout le monde. On voit, par exemple, dans des CPE, où il y a une demande d'offres plus régionales, plus locales. Donc, ça peut être des opportunités aussi qui se font à travers ce côté-là, mais qui sont plus peut-être des traiteurs. Mais l'approvisionnement local peut être à ce niveau-là, mais c'est quand même de la soumission à plus grande échelle. Donc, ce n'est pas donné à tout le monde pour ça. C'est pour ça que je passe vite dans ce survol-là. Donc, quand on parle de marché la chérie, il y a quelques façons de le voir pour justement approcher ces détails, ces marchés-là. Donc, on parle de grossistes, de distributeurs. Le nombre de grossistes qui ont le pouvoir d'acheter donc des fournisseurs québécois cesse de diminuer dans le sens où il y a beaucoup de regroupements. Les gros distributeurs vont acheter d'autres distributeurs. On voit même de plus en plus des distributeurs américains qui viennent acheter au Canada, on le voit au Québec et en Ontario, des distributeurs également. Donc, ce n'est pas si évident ça d'avoir des spécialistes dans la distribution, mais il y en a. Dans l'agroalimentaire, donc on parlait de Cisco, JFS, c'est les plus gros. On voit Collabor, Aliment Plus. Il y en a certains qui fournissent déjà le Saguenay, même si je pense qu'il y en a qui ont été, Mylène m'avait jasé justement au niveau de la table agro, que certains distributeurs avaient même arrêté certaines routes. Donc, la stratégie est clé justement de trouver le bon distributeur. Puis surtout que les gros distributeurs ont généralement une grosse liste de produits. Donc, de voir à quel prix ils vont pouvoir faire de la place pour des plus petits joueurs donc régionaux, c'est pas évident. Il y a beaucoup de travail à mettre là-dedans. Chose à dire, c'est ça, les entrepôts sont placés un peu partout stratégiquement, généralement proches des grands centres également, pour être capable de livrer justement leurs clients à ce niveau-là. Donc, outre le grossiste, on a également le courtier. Justement, dans l'accompagnement de la cohorte, il y a un travail qui est fait avec un courtier. Donc, pour comprendre ce qu'un courtier fait, un courtier ne prend jamais possession de la marchandise. Donc, le courtier va prendre une commission sur la vente et sur le lien qui est fait avec le client, mais il va représenter la marque. Généralement, mais ça dépend des courtiers, je dirais entre 5 et 10 % grosso modo. Généralement, s'il n'y a pas de volume pour commencer, ils vont prendre justement un frais fixe mensuel. C'est généralement ce qu'on voit. Donc, un courtier va viser quand même
à long terme, une entreprise qui arrive à générer environ 1 million de chiffre d'affaires de vente à travers lui pour générer un certain pourcentage qui soit rentable pour lui. Le courtier, c'est vraiment, il faut voir ça comme un centre de référence et de contact. Donc, le bon courtier, c'est quelqu'un qui a un bon réseau. Donc, avant de choisir le courtier, c'est de s'assurer, est-ce que le réseau du courtier est le bon pour mon entreprise? C'est bien important. Dans l'accompagnement de la cohorte, on a vu des belles réussites. Justement, le courtier qui a mis en place des liens peut-être dans des microbrasseries pour certains produits avec des champignons. Donc, on voit, c'est l'expertise du courtier qui est mise de l'avant et ses relations étroites auprès des acheteurs avec ça. Des bonnes stratégies avec le courtier à mettre en place. Par rapport justement aux grossistes de distribution, il y a certaines autres alternatives qui se proposent aussi. L'application, c'est une plateforme Arrivage qui a été montée peut-être il y a à peu près 5-6 ans au Québec, proche de la région de Montréal, pour fournir justement la restauration. Donc, l'idée était vraiment de mettre en relation un fournisseur avec son client, justement au niveau du HRI. Donc, c'est à travers une plateforme, le restaurateur reçoit, par exemple, nous, on a eu un client dans l'Anaudière, Canard d'abord, qui a mis justement en place certaines décos qu'il voulait offrir aux restaurateurs. Donc, il a utilisé la plateforme Arrivage qui permettait de montrer ses produits, parler de sa ferme, mettre de l'avant. Donc, on retrouve quand même une certaine relation qu'on n'aurait pas forcément ou on n'a pas le temps de mettre de l'avant. Donc, on parle quand même d'une vente en direct, ce qui est intéressant. Par contre, c'est sûr qu'il faut gérer la livraison, gérer la facturation. Donc, c'est à prendre en considération. Donc, si on est dans une région plus éloignée, ce n'est peut-être pas la solution idéale, mais ça se fait. Ça dépend de votre offre produit. Est-ce que je suis dans le frais? Est-ce que je suis dans le sec? Est-ce que je suis dans le congelé? Donc, il faut décider en amont de la stratégie avec ça. Mais c'est un cadre qui est intéressant. Donc, vous pouvez aller voir sur le site d'Arrivage, sur les réseaux sociaux, voir un peu comment la plateforme est mise de l'avant. La gamme en Gaspésie, c'est quand même intéressant pour ce qu'on trouvait dans la présentation, parce que ça regroupe une offre beaucoup plus large, donc de produits gaspésiens. Et là, il y a une force de vente qui est mise de l'avant. Donc, au niveau du web, au niveau marketing, au niveau du démarchage aussi, et on offre une gamme plus large. On a du frais, du congelé, du sec, et la stratégie est vraiment mise de l'avant pour aller en direct auprès des restaurateurs, principalement dans ce cadre-là, et pour viser les centres urbains, surtout quand on est dans une région éloignée. Donc, on sait que la Gaspésie, quand c'est la saison estivale, va être capable de remplir justement les restaurants, les hôtels sur place et les détaillants, les marchés. Mais quand la saison est morte, on le voit nous avec un client dans le Bas-Saint-Laurent, la stratégie était déjà mise en place pour une fois que la saison estivale est finie, qu'on puisse rentrer sur Québec, sur Montréal. Donc, la gamme est un lien intéressant à regarder également dans la stratégie comme saine pratique de gestion à ce niveau-là. Au niveau de la vente directe, donc c'est notre dernière section chapitre. Donc, c'est quand même des ventes d'1 milliard. C'est sûr que de la vente directe, il y a très peu de données que le MAPAC ou Statistique Canada et Québec sont capables d'aller chercher. Donc, c'est sûrement sous-évalué. Et c'est quand même, donc, aucun intermédiaire, maximum 1 peut-être. Ça dépend. Donc, ce qu'on cherche dans la vente directe, c'est la relation de confiance avec notre client final, avec ça. Donc, on parle des marchés publics. Donc là, on vient chercher un lien de confiance. On voit de plus en plus des marchés publics qui se développent au Québec. L'association comporte plus de 100 membres. Oui, marché Jean Talon, marché Atwater, certaines membres comme ça. C'est sûr que ça demande une force, ça demande d'être présent, d'investir dans un kiosque, passer beaucoup de temps. Donc, il y a toujours une question, la balance est toujours là. Est-ce que d'être présent dans un marché, est-ce que je suis capable de vendre assez, considérant le temps que je mets là? Donc, il faut toujours avoir une décision de dire, est-ce que le marché sur lequel je vais être présent, est-ce que c'est le bon pour mon produit? On ne peut pas en faire 50 des marchés. Donc, il faut vraiment les sélectionner, les cibler à ce niveau-là. D'autres marchés décident de ne pas être membres de l'association. À Chicoutimi, il y a les Fleurs Maltais qui organisent chaque été justement leur marché peut-être privé où ils font leur vendredi, leur fin de semaine où ils font la pizza également. Donc, ça prend un côté plus happening, ce qu'on peut dire. Donc, on cherche de l'expérience à travers les marchés.
Donc, si le marché, il n'y a pas une certaine expérience client qui est développée, c'est sûr que le client n'a pas tendance à se déplacer non plus. Donc, on va avoir tendance à chercher justement un marché qui est vivant. Il faut qu'il y ait de l'animation, il faut que ça bouge avec ça. À considérer, c'est ça, Jean Jazé. Donc, c'est sûr qu'en étant dans le Saguenay-Lac-Saint-Jean, on va viser peut-être une approche marché public régional à ce niveau-là. Donc, à considérer, comme je disais, un aménagement de kiosque. Donc, c'est des coûts. Il faut le calculer aussi dans notre prix qu'on affiche. Prévoir des dégustations. On sait qu'en temps de COVID, c'est plus difficile, mais on va s'en sortir. On va pouvoir faire de plus en plus de dégustations. Puis c'est ça, je dis, équilibre entre le temps investi et les ventes réalisées. Si je passe 10 heures de marché et que je vends 500 pièces, est-ce que mon 8 heures, j'aurais pu le mettre dans une action avec un distributeur, avec un autre marché qui est plus rentable? Donc, il y a toujours la balance à calculer là-dedans. Et des affichages également. Par contre, ça peut être intéressant ça, de dire, écoute, moi, l'été, je fais quelques marchés, oui, puis de développer par la suite, de garder, de dire, écoute, moi, mon marché, mon client que je rencontre au marché, comment je suis capable de le fidéliser une fois que le marché est fini? Est-ce que je peux lui donner un coupon pour qu'il revienne? Est-ce que j'ai un site web qui permet de faire une transaction par la suite? Donc, il faut penser à différentes stratégies pour justement que ce ne soit pas juste la vente soit finale au marché, mais que ça dure plus longtemps par la suite. Commerce en ligne, c'était-tu à... Je pense que je vais le prendre. On va terminer sur le commerce en ligne, c'est la dernière section qu'on va voir. Je dirais qu'il reste 5-10 minutes dans la présentation. Parfait. Commerce en ligne, ça permet de toucher deux types de clients, là. Donc, on a du commerce en ligne, on a des plateformes de commerce en ligne qui permettent à une entreprise de s'adresser et de vendre directement aux consommateurs, ce qu'on appelle B2C, puis une entreprise qui décide de vendre à une entreprise qui, elle, va vendre ensuite à un consommateur qui est B2B. Prochaine diapositive, s'il vous plaît, Cyril. Achat par abonnement, c'est une stratégie qu'on voit de plus en plus arriver. Permis de famille, on a travaillé un peu là-dessus avec eux. C'est des modèles qui s'intègrent très bien dans la formule. L'importance des achats par abonnement, puis on voit que c'est une tendance qui commence à arriver de plus en plus, c'est qu'il y a une commande. Le client il s'engage dans une commande récurrente. C'est-à-dire qu'on peut prendre des abonnements et on prend une entente à toutes les semaines, je reçois un certain nombre de produits, etc. On commence à le voir arriver, cette stratégie-là, dans des jus, dans des smoothies, dans des cafés. Donc, ça permet à des gens de découvrir, puis ça permet aussi une meilleure planification dans nos productions par rapport à ça. Et c'est quand même assez coûteux de manière générale d'aller chercher un ou une cliente. Donc, quand on réussit à fidéliser l'achat de ce client-là ou cette cliente-là sur une forme d'abonnement, c'est très payant de manière générale. On peut passer à la prochaine, s'il vous plaît, Cyril. Il y a aussi dans le commerce en ligne des entreprises, par exemple, un de nos collaborateurs, Miel Denicette, qui ont développé vraiment leur site à travers un achat de produits spécialisés. Leur dada, c'est le miel, mais en même temps, ils ont ouvert à d'autres produits qui étaient complémentaires à leurs produits. Puis, ils ont étalé la gamme où on est passé du miel pour également travailler avec des soins corporels, avec une gamme Mélia, etc. Donc, ce qu'on veut, c'est que le consommateur cherche avant tout des produits de qualité ou de spécialité qu'on ne trouve généralement pas dans le commerce de détail ou régulier, donc peu accessible. C'est très intéressant. Pourquoi? Parce qu'avant, on parlait vraiment de manière générale d'avoir des concentrations de produits spécialisés dans certains bassins de population extrêmement populeux. Mais là, à travers, avec le commerce électrique, on est capable de développer finalement des plateformes puis des boutiques qualitatives, puis on est capable de livrer partout. Donc, l'expérience client ne se fait plus nécessairement entre quatre murs physiques, mais bien à travers le virtuel. Puis bon, quelques sites spécialisés qu'on a notés qui font quand même la belle ouvrage par rapport à ça. On peut passer à l'autre acétate, s'il vous plaît, Cyril. Ferme-Loufa. Ferme-Loufa, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est grosso modo, ils ont des toits, ils ont des serres, ils produisent une infime partie de ce qu'ils vendent. Par contre, ils sont rentrés avec ce modèle-là où finalement, ils ont quand même complètement pris l'idée de ferme de famille où on venait produire à travers l'agriculture urbaine des paniers qu'on développait.
qu'on livrait à chaque semaine à des abonnés. Suite à ça, ils ont créé littéralement un marché. Donc, eux, ils se concentrent à faire quelques herbes, quelques produits au niveau de leur serre. Puis, ils travaillent avec des collaborateurs. Je pense dans le coin au Saguenay ou au Lac-Saint-Jean, vous avez nécessairement Bouchard Artisan Bio. Et je pense que les Délices du Lac également travaillent avec eux. Où finalement, eux, ils ont une communauté de 40 000 abonnés par mois qui se retrouvent à recevoir à toutes les semaines un panier de manière générale. Donc, ils ont également un partenariat commercial avec certains points de chute. Et là, ils commencent à livrer directement au domicile. Donc, quelque chose qui est très intéressant, c'est au niveau de la gestion des liquidités, ce type de projet-là. On reçoit des bons de commande très, très, très rapidement, puis on produit ce qui a été vendu finalement. Donc, très peu de pertes. Et puis, vu que la gestion des liquidités, même à travers le consommateur, que le consommateur se doit de payer la commande avant même de la recevoir, bien, ça facilite, puis ça nous donne beaucoup de garanties lorsque vient le temps de se faire payer aussi à titre de fournisseur. On peut passer à la prochaine, s'il vous plaît. Mathurin, on commence à voir un peu Mathurin qui commence à prendre un peu plus d'essor. Il y a eu certaines associations qui se sont faites également avec des distributeurs externes. Donc, finalement, on peut le voir un peu comme un certain Amazon alimentaire du Québec. Donc, c'est une plateforme où une entreprise est capable de développer son propre circuit court à travers une plateforme qui va prendre des frais puis des marges. Qu'est-ce qui est intéressant là-dedans, c'est que c'est un point de rencontre où les gens qui se retrouvent sur Mathurin sont déjà ouverts à l'idée d'acheter un produit en circuit court. Puis du Québec. Donc, idée très simple mais très efficace par rapport à ça. Et puis, marché Good Food. Pardon, Cyril, tu veux racheter quelque chose? Oui, oui. Non, toi, après, tu termines après celle-là. Marché Good Food, vraiment, c'est exponentiel. Good Food, pour ceux qui ne connaissent pas, il y en a d'autres aussi. Finalement, c'est qu'on commande des kits de repas à la maison. Donc, on est 2 personnes, on est 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes. On commande, ça arrive devant chez nous, une boîte avec des légumes prédécoupés, des recettes, on les prépare. Donc, ça vient remplir des gens en manque d'idées, des trucs de même, ça vient faciliter la gestion au quotidien. Ces entreprises-là prennent vraiment beaucoup d'essor, prennent de plus en plus de place et l'évolution qui se fait à travers ça. Donc, c'est sûr que quand on est capable d'avoir des produits puis de prendre des ententes sur une livraison pendant quelques semaines durant l'année, sur une production, sur un produit en particulier, ça me donne beaucoup de masse critique avec vraiment un gros coût où on fait une livraison à un seul endroit qui ensuite est éparpillé. Ceci étant dit, des marchés comme Good Food se retrouvent à développer également leur côté épicerie de plus en plus. Donc, sont appelés à développer également une épicerie en ligne, un peu comme à l'idée de Mathurin ou des fermes Loufa, où on va vraiment non seulement pouvoir commander des kits de repas à cuisiner, mais également de faire notre épicerie à travers des produits qui se retrouvent finalement dans les kits à cuisiner. Aussi simple que ça. Donc, pour Good Food aussi, ce qui développe la stratégie de Good Food, on est plus dans de la marque privée. Donc, par exemple, si vous avez un produit, vous êtes ouvert à faire déjà, vous en faites déjà de la marque privée, que ce soit, par exemple, du lait, du beurre, peu importe. Good Food, lui, va favoriser justement un produit Good Food. Donc, ça va être l'intérêt là-dedans, c'est qu'on peut fournir, oui, pour de la marque privée, dans un produit d'épicerie, mais Good Food, on peut le fournir aussi dans le produit de prêt-à-manger. Donc, il faut voir ce genre d'entreprise-là comme Cookit également. C'est que ce n'est pas juste pour un produit, c'est qu'on en a 2. Je peux l'offrir en vrac, mais je peux l'offrir en produit détail. Je vois Isabelle apparaître, c'est qu'on approche, on est dans la fin. Il nous en reste une, Isabelle. Pour terminer, dans le commerce en ligne, oui, on est resté dans les plateformes du Québec, mais je pense qu'Amazon, c'est important d'en parler parce qu'on est quand même dans un service de livraison qui est efficace, mondial, sans intermédiaire. On voit de plus en plus d'entreprises qui s'essayent avec Amazon, avec plus ou moins de réussite. Nous, on travaille en ce moment sur un projet, on a travaillé plus de 6 mois sur un projet de mise en marché avec Amazon qui donne de très bons résultats. Peut-être le moins, c'est de voir est-ce qu'on a une perception du local, peut-être Amazon qui est différente, mais dans une idée de toucher une clientèle plus large. Amazon, par exemple, en Amérique du Nord, va permettre, dans un produit de niche ou de spécialité, de toucher aussi bien quelqu'un au Québec que quelqu'un, par exemple, en Californie, en l'État de New York ou en Floride.
donc quelqu'un qui ne pourrait pas avoir accès à vos produits. Donc, je vous inviterai à aller voir. Sur Aide Condiment, on a travaillé sur un projet justement sur Amazon aux États-Unis. Dernière à regarder, je vais vous montrer un peu ce que ça donne pour vous donner un exemple un peu. Comment on est capable de mettre le local sur Amazon. Comment ça se développe. Donc, c'est vraiment un site web à part de votre site web qui est capable d'être monté sur Amazon. Donc, on y retrouve comme un site, des informations, des données de produits, qui sont mis de l'avant. On a des recettes aussi qui peuvent être données là-dedans. Je vous montre un peu rapidement. Donc, on travaille à travers une plateforme. Donc, un client, par exemple, en Californie, qui veut se fournir, va être capable de voir directement à travers la plateforme ce que vous avez. Donc, c'était juste un petit lien que je voulais vous montrer. C'est des choses qui se font et de plus en plus d'entreprises travaillent pour mettre de l'avant, justement, pour avoir un marché qui est de plus en plus ouvert, qui nous permet de toucher plus de monde à l'extérieur, tout en restant au Québec également. Ça se fait, c'est possible. Puis d'autres compagnies qu'on connaît, du sirop d'érable, de l'huile également, des compagnies d'huile qui se développent et qui donnent des très bons résultats également à l'international. Donc, je pense que ça conclut là-dessus. Ah, dernière petite chose. Je finis ça. La dernière. Pour conclure, et après on laisse la parole à Isabelle. Pour résumer, être accompagné pour développer ses affaires à l'extérieur de la région, il faut voir ça comme un tremplin, non pas comme une barrière. Il faut voir ça et dire, OK, je vais avoir des opportunités, c'est possible de le faire. Donc, d'être accompagné justement à travers une cohorte, à travers l'accompagnement qui est proposé avec Gros Boréal, je pense que c'est une très bonne chose et ça permet aussi de voir différentes options, différentes opportunités. Puis, dans la vie, on ne peut pas faire tout seul. C'est d'être en équipe. Ça permet de voir des nouvelles horizons, des nouveaux marchés peut-être qu'on n'avait pas pensé sur certaines expertises. Donc, je pense qu'il faut être ouvert. Puis, la cohorte est peut-être une bonne opportunité pour vous tous. Merci. Donc, si vous avez des questions, vous voulez nous contacter, écoleb.com. Puis, ça va nous faire plaisir de vous répondre. Merci beaucoup, Cyril et Alex. Est-ce que tu peux arrêter ton partage d'écran, s'il te plaît, Cyril? Bien sûr. Donc, comme Cyril vient de le mentionner, le rapport qui a été produit est dans le cadre du projet de commercialisation hors région. Il y a des parties qu'on n'a pas été en mesure aujourd'hui, étant donné le temps restreint, de vous présenter. Ceci étant dit, ça veut dire que peut-être qu'on aura l'occasion de vous présenter ce contenu-là, celui qui concerne le marché de la transformation alimentaire, donc un marché de B2B quand même très intéressant, très complexe aussi. Donc, ça prenait, je crois, un espace plus important pour pouvoir aborder ce marché-là, tout comme toute la question de la distribution, qui est également un concept qui mériterait un atelier en soi. Donc, peut-être des activités Informagro à venir sur ces sujets-là. Sachez, comme Cyril l'a mentionné, que la cohorte de commercialisation en région est toujours en cours de recrutement. Il nous reste quelques places, si je ne m'abuse, environ 5, et à combler d'ici quand même assez rapidement. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter. Puis, vous avez vu que il y a énormément de possibilités. Les marchés bioalimentaires sont très diversifiés, sont très variés. Donc, de faire des choix, c'est souvent ça dans une stratégie de commercialisation, c'est de faire des choix. Et quel est le choix le plus adapté pour mon produit, pour ma réalité? Bien, le projet va vous permettre de faire ça en regardant tout le spectre des possibilités et ce qui est le plus adapté à votre réalité, à vos objectifs aussi, vos objectifs d'affaires et de commercialisation. Donc, le projet va vous permettre de faire ça et d'en plus d'être accompagné et de bénéficier de l'esprit de courtage et de représentation de groupe. Parce qu'un peu à l'image de l'exemple que vous avez cité avec la gamme Gaspésie-les-Îles, du côté de la cohorte, bien, les gens vont être représentés sous le nom Collection Boréal. Donc, on réutilise notre stratégie de positionnement régional qui est la zone boréale pour pouvoir mettre en valeur les produits et les entreprises qui font partie de la cohorte. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Sur ce, on va vous faire parvenir la présentation et également le rapport en question. La présentation, je ne sais pas, Alex, Cyril, PDF de la présentation? Oui, le rapport. Oui, je vais t'envoyer ça tantôt.
Merci. Donc, le rapport du projet va vous être envoyé aussi puis va être disponible sur notre site web. Donc, je vous remercie tout le monde. S'il y avait eu peut-être une question, vous pouvez les adresser dans le chat, mais je pense que jusqu'à présent, il n'y en avait pas. Ce fut, je crois, quand même assez clair. Il y avait quand même beaucoup d'informations, on sait, c'était beaucoup de données dans une heure. On a essayé d'être le plus concis possible, mais c'est sûr, dans le rapport, il y aura plus de détails, évidemment. Oui, puis sachez que les exemples qui ont été cités se retrouvent également à l'intérieur du rapport, ce qui est très intéressant parce que c'est très inspirant. Tout comme vous. Merci, messieurs. Merci, Isabelle. Merci beaucoup pour l'invitation et bonne fin de journée à tout le monde.